L'histoire de la survie des États-Unis est écrite avec le sang des personnes dont le dévouement fut sans limite. Lorsque la patrie les a appelés, ils ont accouru des quatre coins du pays. Ils ont appris à se battre et n'ont jamais tremblé face au combat. Certains d'entre eux survécurent jusqu'à la fin de la guerre, mais pour beaucoup, le sacrifice fut total. Pour les remercier de leur effort, ils furent décorés de la médaille d'honneur du Congrès. Il s'agit de l'honneur suprême que peut rendre l'Amérique reconnaissante à ses héros militaires pour leurs actes de courage et le dévouement au-delà du devoir. Ils sont tous des héros, et voici leur histoire. En février 1944, plus d'1 millier de bombardiers attendaient dans les bases dispersées dans toute l'Angleterre que le ciel se dégage sur l'Europe. Leur mission consistait à attaquer 12 cibles sélectionnées en territoire ennemi dans le but d'anéantir des installations allemandes vitales dans la production d'armement. Le lieutenant William Lawley, des Leeds dans l'Alabama, un vétéran de 9 missions, faisait partie de ceux qui participèrent à ce bombardement de grande envergure. Quelques jours auparavant, il avait eu droit à une permission de 48 heures et prenait du bon temps dans Londres, sans savoir que son appareil, utilisé par un autre équipage, ne reviendrait jamais. C'était un signe du destin. Le 20, le temps se dégagea finalement sur l'Allemagne. Avant l'aube, le premier bombardier s'élança sur la piste de décollage. Le lieutenant Lawley était aux commandes d'une forteresse volante flambant neuve. Le rendez-vous eut lieu à l'heure dite et la grande armée se tourna vers l'Allemagne. Les nazis virent les appareils arriver sur les radars et opposèrent une grande résistance. À l'approche de la cible, le groupe du lieutenant Lawley essuya les tirs de chasseurs qui encerclèrent son appareil. Lawley had managed to penetrate to the target when about 20 enemy fighters swarmed up around his ship. Ils l'obligèrent à quitter sa formation et endommagèrent sérieusement son avion. 8 des membres d'équipage furent blessés et son copilote fut tué par un obus de 20 mm. Un moteur était en flammes, les commandes partiellement endommagées et Lawley fut grièvement blessé au visage. Poussant le corps de son copilote pour dégager les commandes et maniant l'avion de sa seule main gauche, il réussit à le relever. Les instruments et le pare-brise étaient recouverts de sang, ce qui réduisait dangereusement la visibilité. Et le feu dans le moteur se propagea rapidement. Il essaya de lâcher ses bombes, mais les crémaillères étaient gelées. Craignant une explosion en plein air, le lieutenant Lawley donna l'ordre d'abandonner l'appareil. Il apprit alors que 2 hommes étaient blessés, au point de ne pas pouvoir quitter l'appareil. Au risque de sa propre vie, Lawley décida de rester à bord et de ramener son équipage blessé à sa base, à 1600 km de là. Il éteignit le feu du moteur, puis retourna à ce qui restait des commandes. Les chasseurs nazis reprirent leurs attaques, mais Lawley réussit à leur échapper et à garder le cap sur l'itinéraire du retour. Près de la Manche, il perdit connaissance en raison de l'hémorragie, du choc et de l'épuisement. Ranimé par le bombardier, il prit de nouveau sa place. Au-dessus de la Manche, un moteur manqua de carburant et dut être mis en drapeau. Cependant, Lawley réussit un atterrissage forcé sur une petite base pour chasseurs. Mais au moins, celui-là était revenu. Le 8 août 1944, Lawley se vit décerner la médaille d'honneur. Lieutenant William Lawley, un héros. En 1944, la guerre du Pacifique entrait dans une phase décisive. Île après île, kilomètre après kilomètre, l'ennemi fut repoussé jusqu'à ce que son pays fût à distance de tir. Les superforteresses B-29 levèrent le rideau du dernier acte par leur envol au départ des îles Mariannes. Parmi les équipages, le sergent Henry Irwin était des plus impatients. Il s'agissait de sa 11e mission. La cible était une installation chimique à Koriyama. Irwin était un opérateur radio expérimenté et compétent et se trouvait dans l'appareil de tête. Il avait également pour mission de lâcher des bombes fumigènes au phosphore pour faciliter le regroupement avant l'arrivée sur la région cible. Alors qu'il effectuait cette tâche, l'une des bombes lui explosa à la figure.
Le phosphore incandescent l'aveugla complètement et l'appareil fut immédiatement envahi par la fumée. Erwin savait que l'avion serait détruit et que l'équipage périrait si la bombe restait à bord. Au mépris de sa propre sécurité, il ramassa la bombe, se fraya un passage dans le compartiment, contourna la tourelle et déboula dans la cabine du pilote. Il localisa la fenêtre à tâtons et jeta sa bombe à l'extérieur. Puis, le corps en flammes, il tomba par terre. L'équipage fit ce qu'il put pour soulager ses souffrances. À l'atterrissage, il fut rapidement amené à l'hôpital, le premier d'une longue série d'établissements qu'il fréquenta pendant les 2 ans qui suivirent. Tous les efforts ont été faits pour le soigner. En juin 1945, le sergent Erwin se vit décerner la médaille d'honneur. Seul aviateur engagé du Pacifique à être reconnu de la sorte. La fin de la citation dit simplement: le courage et l'héroïsme, au-delà du devoir du sergent Erwin, ont sauvé la vie de ses camarades. Sergent Henry Erwin, un héros. L'ambassadeur des États-Unis en France a tout dit en 1927. Il est parti sans autre intention que celle d'arriver. Il est resté sans autre souhait que celui de servir. Sans rien chercher. Il lui fut tout donné. Lorsque le capitaine Charles Lindbergh arriva à Paris en ce jour de mai de 1927, il fut acclamé d'un cri de joie qui démarra à Paris et se propagea dans le reste du monde. Dans son pays, le jeune homme modeste et réservé à l'air sérieux fut salué comme un héros national par un défilé chaleureux au départ de New York. Les grandes foules en liesse, tassées le long des rues, semblaient exprimer la nouvelle certitude du pays, comme quoi l'homme était capable de voler partout dans le monde, et tous les hommes étaient voisins. L'aigle solitaire avait prouvé que c'était possible. Lindy, né en 1902, était trop jeune pour participer à la Première Guerre mondiale. Toutefois, l'idée de voler un jour commença alors à germer. En 1921, Lindy quitta l'université de Wisconsin pour s'enrôler dans une école de pilotage à Lincoln, au Nebraska. L'art de piloter en était encore à ses balbutiements, et il l'a rapidement maîtrisé. N'ayant pu passer son brevet par manque d'argent, il rejoignit un groupe de pilotes et cascadeurs téméraires qui parcouraient le pays et faisaient des démonstrations lors des fêtes locales. Au printemps 1924, Lindy s'enrôla comme cadet dans l'armée de l'air. En mars 1925, il passa son diplôme et fut promu second lieutenant. On lui assigna le 110e escadron d'observation de la Garde nationale du Missouri, alors qu'il travaillait en même temps en tant que pilote pour une compagnie d'aviation à Saint-Louis. Par 2 fois à l'automne de 1926, alors qu'il effectuait des rotations de Chicago à Saint-Louis, Lindy dut sauter en parachute pour sauver sa peau. Déjà, en 1927, il avait cumulé plus de 2000 heures de vol et il estima qu'il était prêt pour tenter le prix de $25 000, offert pour le vol non-stop de New York à Paris. Avec ses dernières économies et le soutien de ses amis, Lindy fit construire le Spirit of St. Louis par la Ryan Airplane Company de San Diego en Californie sous sa propre supervision et selon ses propres plans. Le Spirit of St. Louis fut terminé le 10 mai 1927. Le vol d'essai fut un vol non-stop de San Diego à Saint-Louis en 14h25. 2 jours plus tard, Lindy était à New York, prêt à partir. Les conditions climatiques l'ont cependant cloué au sol pendant plus d'1 semaine. Finalement, le 20 mai 1927, le ciel se dégagea et son petit avion robuste prit son envol. Pour transporter le plus de carburant possible, il ne prit pas de parachute et amena le minimum de vivres. Au Smithsonian Institute, on peut voir de nos jours le petit Spirit of St. Louis avec ses 2 moteurs Wright Whirlwind de 220 chevaux. En décembre 1927, le président Coolidge
décerna la plus grande récompense de l'État au colonel Charles Lindbergh, l'un des 2 seuls Américains à recevoir la médaille d'honneur pour un acte de bravoure en temps de paix. La citation disait en partie « Le capitaine Lindbergh a non seulement réalisé le plus grand triomphe individuel pour un Américain, mais il a également démontré que la traversée de l'océan par les airs était possible. » Charles A. Lindbergh, un héros. Lorsqu'Edward Michael s'engagea dans l'armée en novembre 1940, il voulait devenir pilote, mais il échoua d'un seul point à sa formation de pilote. Transféré à Wheelerfield, à Hawaï, pour une formation en mécanique d'avion, il y poursuivit ses études. Puis, ce fut l'attaque des Japonais, ce qui donna à Michael une deuxième chance. Cette fois, il fut accepté pour la formation de pilotage en avril 1943 et réussit son examen de passage. Quelques semaines plus tard, il arriva en Angleterre où il fut assigné au 305e groupe de bombardiers de la 8e armée de l'air. Un an plus tard, il se prépara pour sa 26e mission. La cible était Szczecin, en plein territoire allemand. Ils quittèrent le sol à 7 heures. L'avion du lieutenant Michael prit place au-dessus de la formation, souvent appelée Purple Heart Corner par l'équipage. À son bord, il y avait 1,5 tonne de bombes incendiaires. À quelques kilomètres de la cible, la formation fut attaquée par plus de 300 chasseurs ennemis. Le B-17 du lieutenant Michael fut pris à partie par l'ennemi. Les pilotes allemands attaquèrent sauvagement de toutes parts. L'avion du lieutenant Michael fut transpercé de projectiles du nez à la queue et littéralement décroché de la formation. L'un des projectiles explosa dans le cockpit, faisant éclater la fenêtre latérale, blessant le copilote et endommageant les instruments. Le cockpit fut rempli de fumée et le pare-brise recouvert de fluide hydraulique, rendant la visibilité nulle. Les commandes ne répondaient plus et l'avion fit une chute d'environ 300 pieds avant que Michael, blessé à la cuisse, ne puisse le redresser. Les nazis poursuivirent leur attaque. L'opérateur radio indiqua que l'explosion des obus avait mis le feu à leurs bombes incendiaires. La soute à bombes se remplit de fumée et il n'y avait pas de temps à perdre. Lorsque le levier de largage des bombes d'urgence refusa de fonctionner, le lieutenant Michael ordonna l'évacuation de l'appareil. 7 membres d'équipage sautèrent en parachute. Mais le bombardier découvrit que son parachute avait été troué par les fragments d'obus. Abandonner l'appareil signifiait la mort du bombardier. Il décida de rester à bord de l'avion. Utilisant toutes les tactiques évasives, les unes après les autres, il essaya d'empêcher les chasseurs ennemis de porter les stockades. Après quelques 40 minutes de combat, il sema finalement ses attaquants en entrant dans un nuage. À la sortie, il essuya de nouveaux tirs et il descendit près du niveau de la cime des arbres. Au moment de quitter la France, il perdit connaissance, complètement exténué par la perte de sang. Son copilote réussit à le ramener en Angleterre et aperçut un champ de la RAF près des côtes. Michael reprit connaissance et insista pour reprendre les commandes. Le train d'atterrissage était inutilisable. Les portes de la soute à bombes bloquées, les systèmes hydrauliques et l'altimètre hors service, et la tourelle bloquée elle aussi. Malgré ces obstacles apparemment insurmontables, le lieutenant Michael réussit à atterrir sans problème. 6 membres de son équipage furent rapidement localisés en vie dans des camps de prisonniers. Le jour où le lieutenant Michael fut décoré, il reçut la bonne nouvelle qui disait que le 7e membre de son équipage était également en vie dans un camp de prisonniers. Ce fut un lieutenant Michael fier et heureux qui reçut la médaille d'honneur des mains du président Franklin Roosevelt. Lieutenant Edward Michael, un héros. Le matin du 16 juin 1943, une mission de cartographie photographique était programmée pour évaluer les forces de l'ennemi autour de l'aérodrome de Buka dans les îles Salomon.
Il s'agissait d'une tâche périlleuse pour un seul avion, mais le capitaine Jay Zimmer et son équipage avaient demandé et obtenu la mission. Avant l'aube, le B-17 Solitaire prit son envol pour la traversée du Pacifique. Il atteignit Buka sans encombre et l'équipage commençait à prendre les photos de la cible lorsqu'il aperçut une vingtaine de chasseurs japonais qui décollaient pour venir à leur rencontre. Personne n'aurait reproché au capitaine Zimmer d'abandonner la mission. Il ne dévia cependant pas sa forteresse volante de son cours, déterminé à terminer son travail. Les Japonais attaquèrent de front. Le lieutenant Zonowski, bombardier, réussit à contrecarrer la première attaque frontale pratiquement tout seul et réussit à terminer le passage. Peu de temps après, un deuxième assaillant fut éliminé, mais le B-17 subit une riposte importante. Le principal circuit d'oxygène était coupé. Par conséquent, le capitaine Zimmer plongea de 28 000 pieds à 18 000 pieds. Les Japonais firent de même et le combat continua. Tant le pilote que le copilote furent grièvement blessés et perdirent connaissance. Le mitrailleur de queue passait son temps entre la défense contre les attaques et les courses vers l'avant pour soigner les blessés. Le lieutenant Zonowski fut également blessé, mais il continua à tirer jusqu'à ce qu'un obus le projette en arrière. Blessé mortellement, il revint en rampant et continua à tirer jusqu'à perdre connaissance. Un troisième avion fut descendu par le capitaine Zimmer avec sa mitraillette fixe, montée à l'extérieur de la fenêtre du pilote. Le B-17 abattit à lui tout seul 5 chasseurs japonais et en endommagea plusieurs autres. Blessé aux 4 membres, le capitaine Zimmer refusa toute aide médicale tant que l'attaque sévissait encore. Pour l'heure, sa provision d'oxygène d'urgence était épuisée. Perdant souvent connaissance, il passa les commandes au mitrailleur de tête, qui n'avait jamais piloté de B-17 de sa vie. Lors des brefs moments où il était conscient, le capitaine Zimmer sut diriger ce dernier à travers les 1000 km de l'océan. Ils approchèrent du terrain d'aviation sans oxygène, frein ou volet en état de marche. La radio avait été touchée par les tirs et la boussole ne marchait plus. Parmi les membres d'équipage, 6 hommes furent blessés, 1 homme mourut. Mais la mission réussit et son succès reposa entièrement sur la bravoure et la détermination de ces hommes. Chaque homme à bord de cet appareil reçut une décoration. Malheureusement, le lieutenant Zonowski ne survécut pas pour recevoir sa médaille de son vivant. Le capitaine Zimmer, promu au rang de major, reçut la médaille d'honneur des mains du général Douglas MacArthur. Le capitaine Jay Zimmer, le lieutenant Zonowski et la totalité de l'équipage, tous des héros. Né en 1911 dans le Michigan, Maynard Smith était le seul garçon d'une famille de 6. Il effectua sa scolarité et passa les 2 dernières années à l'Académie militaire Howe dans l'Indiana. Sa carrière en temps de paix dans la comptabilité publique se termina soudain le 7 décembre 1941. À 31 ans, il s'engagea dans le corps de l'armée de l'air en tant qu'artilleur. Après un entraînement de base, il réussit un cours intensif de 9 semaines dans l'artillerie au sol et dans les airs. L'étape suivante du programme fut l'entraînement au sein de l'équipage de B-17. Sa spécialité était la tourelle, peut-être l'endroit le plus vulnérable de l'appareil, prévu dans le seul but de concentrer un tir nourri sur les chasseurs de l'attaquant. À la fin de sa formation, Smith fut posté en Angleterre, où il fit son premier vol de combat. La cible visait les bases férocement défendues des U-boats nazis sur les côtes du nord de la France. Tôt le matin du 1er mai 1943, 36 quadrimoteurs B-17 s'envolèrent pour une frappe en plein jour du camp des sous-marins de Saint-Nazaire. La bataille de Saint-Nazaire reste un exemple classique de la sauvagerie avec laquelle se déroula la guerre aérienne en Europe. Quelques minutes de bombes suffirent aux tirs anti-aériens et chasseurs de l'ennemi pour endommager l'avion de Smith. 2 parmi les 10 membres de l'équipage furent grièvement blessés. Le circuit d'oxygène était hors service, le câble des commandes vitales était coupé, le feu faisait rage dans le compartiment radio et la section moyenne de l'avion. L'oxygène qui s'échappait attisait tellement le feu que les munitions commençaient à exploser dans la section radio. Smith jeta des ceintures de munitions chaudes par les fenêtres.
Puis, s'enveloppant dans une toile protectrice, il éteignit complètement le feu. Seuls quelques bombardiers revinrent, rarement avec un équipage sain et sauf. L'un d'entre eux était le B-17 à bord duquel se trouvait Smith, sérieusement endommagé, le moteur restant fonctionnant à peine. Pour le pilote et les autres survivants de cet appareil, il s'agissait d'un miracle. Miracle sans doute, mais sûrement la démonstration la plus remarquable du dévouement et du courage d'un seul homme. Sa récompense fut la médaille d'honneur. Sergent Maynard Smith, un héros.